Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast du cahier de vacances photo. Aujourd'hui, petit changement de programme, l'invité prévu au départ n'était pas disponible, donc c'est moi qui prends la parole, seule, pour approfondir avec vous le thème de cette semaine, moi et les autres. En vrai, c'est pas plus mal, parce que le sujet, il est vraiment au cœur de la photographie systémique. Comment notre appareil photo modifie-t-il notre relation à celui ou à celle qu'on regarde ? Et quel type d'espace on crée quand on pointe l'objectif vers un proche, vers un inconnu, ou vers nous-mêmes. Nous reviendrons aussi sur les 3 propositions du cahier de cette semaine. T'as de beaux collègues, le portrait de famille et un miroir inversé qui consiste à se photographier soi-même comme si on était quelqu'un d'autre. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés issues de ma pratique et de mes erreurs pour créer un petit espace de sécurité où on accepte de se révéler devant l'objectif. Installez-vous. On commence tout de suite par se situer. Se situer consiste à reconnaître consciemment que nos interactions ne sont pas neutres, car elles sont façonnées par nos privilèges, nos vulnérabilités et les rapports de pouvoir qui nous traversent. Cette démarche, elle permet d'identifier où se jouent les dynamiques de domination dans les sujets qu'on aborde. Je m'appelle Marion Tremblette, je suis une femme cisgenre, blanche, belge, j'ai 35 ans, je suis hétérosexuelle, je suis grosse. J'ai un passeport européen, donc je suis en full sécurité migratoire et sociale. Je suis à mon compte et bénéficiaire de l'AAH, allocation adulte handicapé. Je me situe dans la classe sociale des prolétaires et j'ai une santé mentale fragile, notamment liée à un TDAH avec autisme. Et je suis souvent en décalage des normes. Voilà, je m'arrête là. Donc moi, je pratique ce que j'appelle la photographie systémique, je pense depuis toujours, et je pense que je suis pas du tout la seule à la pratiquer. Par contre, j'ai l'impression que pour l'instant, je suis un peu la seule à l'appeler comme ça. J'ai cherché. Photographie systémique. Je l'ai cherché en anglais aussi. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Pour celles et ceux qui ne savent pas, la photographie systémique, elle consiste à prendre en compte soi, les autres et l'environnement pour comprendre notre rapport à notre image, en fait. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'épisode 0 de ce podcast qui l'explique très bien et qui explique aussi en parallèle le cahier de vacances. Pour définir ma relation aux autres, je dirais que j'aime les gens, mais que je n'aime pas les relations sociales. Et pourquoi j'aime pas les relations sociales ? Parce que je les gère pas, en fait. Je sais pertinemment que je vais faire un truc qu'il faut pas à un moment. Je suis à peu près en angoisse du début à la fin de la relation. Et la plupart du temps, sans m'en rendre compte, il y a des relations dans lesquelles je ressens les angoisses. Et donc, en général, ces relations s'arrêtent plus tôt que les autres. Même si j'aimais beaucoup la personne. Donc je suis triste parce que la personne me manque et va me manquer ou parce que ça s'est mal passé, donc j'ai beaucoup d'émotions négatives. Et en même temps, il y a une partie de moi qui est soulagée de plus devoir maintenir une relation sociale et donc être attentive à des choses que je ne gère pas. Introduire la photo entre les autres et moi, je pense que ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Et heureusement pour moi, ça arrivait assez tôt. Et donc ça m'a permis d'avoir mon propre langage avec l'image, autour de l'image, plutôt qu'avec les mots. Et des personnes, j'ai entretenu des relations incroyables parce que la photographie faisait partie de notre relation. Donc la plupart du temps, c'est moi qui les photographie. J'ai eu des magnifiques relations avec d'autres photographes aussi. Ça m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui, d'avoir cette évasion sociale autorisée. C'est-à-dire que, pareil, j'adore la musique, j'adore les concerts, mais je déteste la foule. Donc si je suis pas photographe de concert, en fait, je vais pas en concert, c'est sûr. On est là pour parler des autres, de la relation aux autres, de les autres et moi. C'est le thème de la semaine. Qui sont-ils ou elles, ces autres ? Quelle attention je leur accorde ? Et est-ce que poser consciemment le regard sur l'autre, ça peut m'aider à mieux comprendre le regard que je pose sur moi ? C'est le cœur de notre sujet en vrai. Comment photographier l'autre nous soigne ? Mais avant, on va quand même explorer un petit peu l'approche photographique et la relation au modèle. Pour la définition Wikipédia du portrait en photo, c'est une représentation visuelle réalisée au moyen d'un appareil ou d'un téléphone. Elle est apparue au milieu du 19e siècle. Il n'a pas remplacé la peinture, mais il a démocratisé l'accès au portrait, grâce à un coût vraiment inférieur à la peinture. Dès ses débuts, il a oscillé entre la recherche d'une objectivité technique et la nécessité de rester fidèle à la perception humaine. Vous allez comprendre un petit peu plus tard si jamais vous voyez pas de quoi je veux parler.
Donc la pratique du portrait a évolué des poses figées et formelles des premières techniques avec le daguerreotype, si ça vous dit quelque chose. Les sujets devaient rester immobiles plusieurs secondes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire que j'aime bien rappeler, à cette époque-là, il y avait les photos des défunts, où les personnes sont censées rester immobiles en photo de famille, avec le défunt au milieu qui, lui, est vraiment immobile sur une chaise. Donc sur la photo, la personne morte, elle apparaît totalement nette, parce qu'elle n'a pas bougé de 1 millimètre durant la photo. Et toutes les autres personnes, elles sont un petit peu plus floues. Il y a toute une époque comme ça sur ces photos de portraits de morts qui sont vraiment impressionnantes à voir. Donc, la pratique, elle a évolué vers une recherche de naturel et d'expressivité. Aujourd'hui, en vrai, on fait ce qu'on veut en portrait. Déjà, on va parler cadrage et fond. Donc, on va définir un plan. En tant que photographe, en tout cas, on va définir si on veut un plan épaule, si on veut donc garder les épaules dans le cadre, ou si on veut juste la tête en gardant le cou, ou si on veut un plan large, donc c'est-à-dire d'avoir la personne en entier, ou si on veut un truc vraiment serré, d'aller chercher que des expressions. Pour moi, ça reste du portrait. Et donc, une fois qu'on a défini notre plan, on va choisir le fond et on va essayer d'avoir le fond le plus neutre possible pour qu'il attire pas l'œil du spectateur. En général, la plupart des photographes vont faire ça en studio. Pour ça, ils sont vraiment maîtres de leur lumière ou alors choisir un environnement naturel. Un autre point technique sur lequel on doit être attentif, c'est le choix de l'objectif. C'est crucial. Donc, si vous travaillez au téléphone, vous avez aussi un choix d'objectif. On ne va pas le nommer pareil, mais vous avez soit 0,5 x1, x2, x3. Donc, au plus le nombre est petit, au plus vous êtes en grand angle. Je vous explique juste après ce qu'est le grand angle. Et au plus le nombre est élevé, au plus vous serez en longueur focale. Par exemple, si on utilise un grand angle de trop près, ça peut créer des distorsions comme des arrondis mal placés. En vrai, c'est une des raisons principales pour lesquelles vous aimez pas en photo. Il y en a vraiment d'autres, mais souvent, le problème vient de ce grand angle qui vous déforme complètement. Pour comprendre ce qu'est le grand angle, vous imaginez que l'objectif de votre appareil photo, c'est une paire de lunettes. Ce sera pareil avec vos téléphones. Donc l'objectif, c'est une paire de lunettes qui modifie votre vision. La référence de base, c'est l'œil humain, ce que nous voyons naturellement sans déformation. Ça correspond à peu près à ce qu'on appelle une focale de 50 mm. Concrètement, c'est juste qu'il y a une distance entre le capteur et la lentille de 50 mm et c'est ce qui donne cette perspective-là. Donc on appelle ça la vision normale. Je pense que sur les téléphones, ça correspond au x1, mais peut-être pas sur tous. En tout cas, je dirais sur le mien, ça correspond au x1. Et les distances et les tailles des objets, elles semblent justes et familières. Pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, on a l'impression qu'on voit tous dans des perspectives droites, alors qu'elles sont complètement déformées, elles sont arrondies. Ces perspectives correspondent aux 50 mm. Donc le grand angle, c'est comme porter des lunettes qui élargissent vraiment beaucoup votre champ de vision. Donc vous allez voir plus large que ce que vous voyez normalement. Et donc ça, en général, sur les téléphones, ça correspond à 0,5. Sur les objectifs, ça peut aller du 8 mm au justement 40-45 mm. Tout ce qu'il y a donc avant les 50 mm, c'est considéré comme du grand angle. Donc ces lunettes qui élargissent votre champ de vision et permettent de capturer beaucoup plus de choses autour de vous, le décor, l'architecture, un groupe entier, sans avoir à reculer. Mais cet élargissement, il a un effet secondaire spectaculaire sur les portraits, c'est qu'il exagère de ouf les distances et il change les perspectives. Si vous mettez votre nez au milieu de l'objectif en grand angle, vous pouvez avoir un nez qui prend les 3/4 de la photo et que le reste de la photo, ce soit tout votre corps, mais qui prenne juste 1/4 de la photo. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, une petite info, au plus on va être proche, au plus la distance de mise au point va être compliquée pour vos objectifs. Donc, ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à vous avoir net si vous êtes trop près. Le grand angle, il donne aussi un effet d'espace un peu bizarre, il donne une impression de profondeur vraiment accrue. Et le sujet, il semble isolé dans un espace beaucoup plus vaste. Et l'arrière-plan, il paraît plus éloigné alors qu'en réalité, il ne l'est pas autant. Et donc, à l'inverse de ce grand angle, si on repasse sur la vision de l'œil humain à 50 mm, on a à l'opposé le téléobjectif ou la longue focale. Et donc, ça va agir plutôt comme des jumelles. Ça va permettre de rapprocher, de photographier un sujet qui est très loin en faisant paraître tout proche. C'est notamment ce qui va être utilisé dans la photographie animalière, par exemple. Donc, on va avoir l'effet de rapprochement. On va avoir l'impression d'être tout proche d'un sujet alors qu'il est super loin. Et un effet d'aplatissement. Contrairement au grand angle qui écrase les perspectives, on a l'impression que la personne est toute seule dans son décor. Pour le téléobjectif, il a différents plans.
ils vont se rapprocher les uns des autres. Donc, par exemple, le nez, les oreilles et le fond sont tous normalement sur des plans différents. Ils sont tous à des distances différentes de l'optique. Et avec cet aplatissement, on a vraiment l'impression que ça se rapproche les uns des autres. Donc, pour un portrait, c'est plus flatteur. Les traits du visage, ils vont être lissés, les proportions, elles vont être respectées même de loin. Et le fond, il va sembler coller au sujet et ça va te donner un joli flou qui va isoler la personne. Donc en résumé, 50 mm, c'est votre vision naturelle, fidèle. Le grand angle, c'est la vision élargie qui déforme en grossissant le premier plan. Drôle ou dramatique, mais risqué pour un portrait classique. Le téléobjectif, vision rapprochée qui aplatit et lisse les traits. Ce qu'on va préférer dans le portrait en général. Il y a un autre point important par rapport à la focale, quelle que soit la focale, grand angle ou pas, c'est la distance avec le sujet. Au plus on est proche du sujet, au plus on risque d'arrondir les perspectives, même si on est en longue focale. Mais au-delà de la focale, le tunnel technique continue, mes amis. Tenez bon, il y en a encore plus pour très longtemps. Au-delà de la focale, il y a l'éclairage qui peut littéralement sculpter un visage humain. Donc si on a des joues rebondies, on peut créer des pommettes saillantes. Si on a des sourcils en avant, on peut donner une sensation de les reculer juste avec l'éclairage. Donc il faut vraiment y penser quand on photographie l'autre. Est-ce que la lumière influence la manière dont je perçois la personne que je photographie? Est-ce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de la voir? Est-ce que ça l'aide? Par exemple, on sait que les lumières qui viennent d'en bas, elles donnent une sensation de film d'horreur. En plus, c'est une lumière vraiment perturbante qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le quotidien, qui n'existe très peu dans le quotidien. Et donc, si jamais vous avez un reflet, si jamais vous avez une flaque d'eau en face de la personne, si elle a un drap blanc en dessous d'elle, ça peut lui renvoyer de la lumière par en bas et ça peut faire des dégâts. Ou au contraire, si elle est bien positionnée, ça peut enlever des petites ombres disgracieuses à certains endroits, ça peut être utile. Il y a la direction de modèle aussi, qui joue énormément dans l'influence du portrait. Je vous explique mes petites techniques un peu plus loin. Un dernier point important sur la gestion du portrait, c'est la température de couleur, où en général, il n'y a que les pros qui commencent à y penser, alors que franchement, ça pourrait vraiment vous être utile. Et normalement, dans tous les téléphones aujourd'hui, vous pouvez modifier votre température de couleur. Elle s'exprime en degrés Kelvin, en K. Donc c'est une unité de mesure de la température absolue. En éclairage, elle sert à quantifier la teinte de la lumière émise, donc soit bleu ou orange. À basse température, le Kelvin il rayonne rouge-orangé. À haute température, il devient blanc puis bleuté. Et c'est exactement ce qu'on observe avec un métal chauffé au feu. Donc retenez bien que au plus il est élevé, au plus il est bleu, au moins il est élevé, au plus il est rouge-orange. Un autre truc très très important, c'est que nos peaux d'humains, elles ont la même teinte, mais pas la même tonalité. En gros, en colorimétrie, on considère que la teinte de la peau humaine se situe toujours dans une zone très spécifique du spectre de couleurs. Donc imaginons que le spectre, il est à 360 degrés. Quand on fait tout le tour de toutes les couleurs, on a 360 degrés, on a un cercle complet. Et bien généralement, la teinte de la peau, elle se situe entre l'orange et le rouge, autour de 0 à 20 degrés sur la roue chromatique, quelle que soit l'origine ethnique. Okay, donc on a tous la même teinte de peau, dans le numérique en tout cas. Je ne sais pas ce qui est vrai dans la vraie vie. Ce qui change, c'est la luminosité, donc l'exposition et la saturation. Et la saturation, elle peut être appelée tonalité dans le langage courant. Donc une peau claire très lumineuse et peu saturée, tandis qu'une peau foncée est moins lumineuse, souvent plus saturée, mais la couleur de base reste similaire. On a plus de quantité, mais la teinte, c'est la même. Tu vois, c'est clair. J'espère que c'est clair. On va devoir changer la température de couleur en fonction de la peau. Et ça, c'est un peu chiant à comprendre, mais c'est souvent pour ça que vous avez l'impression d'être malade sur des photos. Parce que si la température elle est mal réglée par rapport à votre couleur de peau, votre teinte à vous, qui sera la même pour tout le monde à peu près, mais ce qui va jouer, c'est aussi la saturation. Si on gère mal la température de couleur, donc en degrés Kelvin, quand je vous expliquais, soit trop bleu, soit trop orange, la peau, elle peut paraître malade ou artificielle. Et notre œil, il est vraiment très très sensible aux variations de couleur sur le visage humain. Quand on travaille la colorimétrie, on travaille avec des vectorscopes qui nous indiquent où il y a le plus de couleurs. Et dans ces vectorscopes, il existe une ligne de référence appelée skin tone. Et donc toutes les peaux humaines, de la plus claire à la plus foncée, elles doivent se situer sur ou près de cette ligne pour paraître naturelle. Si elles s'en écartent, c'est que la balance des blancs, donc la température de couleur, ou la teinte est incorrecte. Bon. Là, je vous ai vraiment mis un tunnel technique, mais au moins, vous commencez à comprendre tout ce qui rentre en compte quand on prend un portrait ou un autoportrait. Et tout ce qui joue sur pourquoi on ne se retrouve pas dans ces images.
Donc si j'utilise le mode caméra avant sur mon téléphone pour un selfie, je suis d'office en grand angle et donc d'office déformée. Vous le rappellerez, j'espère. Maintenant, on va rentrer dans le grand thème de ce que je voulais vous proposer pour cet épisode. C'est comment photographier les autres me soigne moi-même. J'ai noté plusieurs points. Et je vais commencer sans hiérarchie par celui-là. Comment voir dans le regard de l'autre la joie de se voir et de se reconnaître à travers mon regard. Ça commence à être très méta cette histoire et j'espère que vous me suivez. Quand j'observe une personne se regarder, mais c'est pas elle qu'elle regarde. Ce qu'elle regarde, c'est une version d'elle que moi j'ai vue. Et que la plupart du temps, j'allais dire mise en scène, mais c'est pas mise en scène, mais mise en image. C'est-à-dire qu'en général, j'ai un peu contrôlé la lumière pour que c'est ce type d'image qu'elle voit, un peu contrôlé l'ambiance ou les couleurs, où il y a des choses un peu qui sont recherchées de moi, bien que dans ma pratique, j'aime beaucoup m'efforcer de lâcher le contrôle sur plusieurs points. J'aime beaucoup laisser la part à l'imprévu. Et donc, que cette personne regarde cette image que je lui renvoie d'elle et de l'observer recevoir cette image, ça m'a beaucoup donné envie de vivre ce moment-là. Moi, je vois que cette personne n'est pas différente sur la photo que je lui propose que dans la réalité. Moi, je lui ai proposé une photo dans laquelle j'ai fait en sorte qu'elle soit mise en beauté. Je vais chercher les meilleurs angles, les meilleures lumières, les machins, tout ça. Mais je vois que cette personne, elle n'est pas différente dans la vraie vie. Je sais ce que j'ai mis en place pour la mettre à son avantage, on va dire. C'est pas parce que j'ai réussi à les mettre en beauté à un endroit que quand elles n'y sont pas à cet endroit, elles sont moches. J'ai réussi à transposer cette image sur moi. J'arrive en contrôlant les lumières à me mettre en beauté. Donc ça veut pas dire que quand je ne suis pas sur cette lumière, je suis moche. Voilà. Déjà, ça dédramatise le rapport à toutes les autres photos. Ce qui en découle, c'est que pour moi, l'humain est toujours beau. Je sais pas comment dire, dans son ensemble et dans ses particularités, il y a toujours quelque chose de beau à photographier chez l'humain. Et donc, j'ai réussi par la même manière à trouver chez moi des belles choses à photographier. Et donc, à me mettre dans la même case que tous les autres humains. Et de dire, il y a des belles choses, il y a des choses moins jolies, mais les choses moins jolies, elles créent des particularités qui sont très intéressantes à photographier. J'ai bien plus apprécié de photographier des ventres remplis de vergetures avec lesquels je pouvais créer des cratères, avec lesquels on donnait l'impression que c'était des rivières et des ruisseaux qui coulaient dans la terre. C'est magnifique. Il y a un truc très intéressant dans ce que la société va décréter comme moche. Bah moi, en tant que photographe, je vais peut-être pas le décréter comme beau, mais je vais le décréter comme intéressant et qui a le mérite d'exister. Non, c'est pas le mérite que je dois dire. C'est quoi les autres mots que mérite? J'arrive pas à trouver un autre mot que mérite, mais qui mérite qu'on y prête attention, en fait. Et qui mérite qu'on l'immortalise de sa particularité, justement. Souvent, quand on va se promener sur la plage, on va ramasser des galets qui ont une particularité qui sont pas comme les autres. Et pourquoi on mettrait pas les humains dans la même case? Et par exemple, j'ai fait un travail photo sur les poils, où l'idée c'était de les voir sur les photos. Quand on était en gros plan, il n'y avait pas de problème, on les voyait. Mais dès que je me mettais en plan large, ça devenait très compliqué. Et je voulais qu'ils prennent beaucoup plus de place que ce qu'ils prenaient. Là, j'aurais dû les teindre, j'aurais dû les exagérer vraiment avec du maquillage. Et je peux vous dire que ça a tellement calmé mon complexe sur les poils, sur le fait que moi, je vois mes poils noirs, mais parce que je suis en gros plan par rapport à la distance de laquelle je suis de mes poils, c'est normal que je les vois aussi foncés. Alors que dans la réalité, ils le sont pas. Une personne à 10 mètres, elle va rien voir. Une personne à 3 mètres, elle peut apercevoir des choses. Et c'est tout. Donc ça aide aussi, vraiment pas mal à calmer le complexe et donc ça contribue à comment photographier les autres me soigne moi-même. Il y a plusieurs manières de faire du portrait, ici je vous en propose 3. Il y en a vraiment d'autres j'imagine, mais voilà, j'avais envie d'en mettre quelques-unes en comparaison. Donc il y a les séances photo où les gens ils posent, on leur donne une position et ils la tiennent jusqu'à ce qu'on ait pris la photo. Il y a des approches plus spontanées où on va observer les gens qui vivent et de temps en temps on va les arrêter ou leur demander de recommencer ce qu'ils étaient en train de faire parce que ce qu'ils étaient en train de faire était désirable visuellement et l'ensemble dont on a besoin pour avoir une bonne photo, donc l'angle, la lumière, le mouvement, etc. Tout est réuni. Et donc on va plutôt observer et retranscrire tout en contrôlant un petit peu. Et puis, on peut aussi amener les personnes
un mouvement guidé. Donc c'est comme si on dirigeait et qu'on donne une position, sauf qu'en fait, on donne un mouvement. Souvent, je parle de chemin et je dis à la personne: «Tu regardes, de la gauche vers la droite» et si je donne les éléments qu'il y a autour de moi, donc de la baie vitrée à la chaise, par exemple, la personne, elle va se concentrer là-dessus et la photo, elle va être prise dans le mouvement et ce qui fait que ça marche, c'est que la personne est concentrée sur le mouvement que tu lui as demandé de faire. Déjà, elle comprend pas pourquoi tu lui as demandé un mouvement, mais si tu lui expliques, c'est un peu bizarre et en fait, elle est plus du tout concentrée sur le fait que tu es en train de prendre des photos et le plus avec ça, si la personne n'est pas à l'aise, c'est, de mettre en mode silencieux sur ton appareil, qu'elle sache pas quand la photo est prise. Ces personnes qui sont amenées à faire un mouvement guidé, elles deviennent beaucoup plus naturelles sur la photo. C'est ma manière de mettre à l'aise les personnes qui n'aiment pas être photographiées, leur faire des mouvements. C'est aussi ma manière d'aller chercher des choses techniques. Donc les personnes de qui c'est le métier, par exemple, qui savent être photographiées et qui savent comment faire, je peux aussi leur demander de les mettre en mouvement parce que je vais aller chercher, du mouvement justement dans l'image. Bah, si je veux faire de la photo, en bijoux par exemple, où là, en fait, il faut que la personne, elle tienne la position le plus possible parce qu'on va gérer la lumière au millimètre, pour avoir aucune ombre, aucun reflet et cetera. Donc là, il faut que la personne, elle bouge plus. Et sinon, quand je fais du shooting un peu classique, donc avec des personnes qui sont pas spécialement mal à l'aise, je vais avoir cette approche un peu plus spontanée où je vais la laisser proposer. Mais moi, j'aime extrêmement le mouvement pour que les personnes se sentent à l'aise. Même un petit mouvement, répétitif, un balancier, ça marche trop bien les balanciers. Tu lui dis de se balancer d'une jambe à l'autre, tu fais en sorte que les 2 positions de jambes soient, normales, donc soit qu'on ait l'impression qu'elles sont en train de faire un pas, en train de marcher ou monter une marche ou j'en sais rien et on balance son poids du corps d'une jambe à l'autre et ça aide tellement pour les images, c'est un truc de fou. Là, je viens juste de devancer ma question suivante qui était: «Comment mettre à l'aise des personnes qui n'aiment pas être photographiées?» Voilà, maintenant vous savez. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre poser un regard sur un modèle, professionnel ou sur sa propre famille? Il y a une différence, ce qui est sûr, c'est que ça dépend le contexte aussi. C'est que souvent, si je pose un regard sur une modèle professionnelle, c'est que je suis dans le cadre, pro et dans ce cas-là, effectivement, il y a une grosse différence dans le regard que je pose parce que souvent, c'est pas mon propre regard. J'essaie de me décentrer et de poser le regard de ce que le client veut. Donc c'est un peu, particulier, en tout cas pour ce qui s'agit de la modèle pro. Ça il y a aussi une question de ah je crois qu'elle est là la différence. Je viens de m'auto-couper, mais je viens comprendre la différence pour moi entre, ma propre, mes proches en fait, parce que je ne vais pas dire que ma famille, je photographie pas que ma famille. La différence entre photographier les proches et photographier pour le créatif ou le professionnel, c'est qu'il y a un enjeu de résultat. Pour mes proches, si je rate une photo d'eux, vu que c'est une photo qu'ils ne m'ont pas demandé de faire, au pire, je la jette à la poubelle, je leur donne pas, ça changera rien pour eux. Que, dans le créatif, quand on monte des équipes, qu'on demande à des personnes de venir se faire photographier, ou au contraire, on nous a appelés pour venir photographier un projet, oui, il y a une injonction à un résultat qualitatif et donc l'approche est pas du tout la même. Et je sais que je dois faire un beaucoup plus gros effort énergétique, je sais pas comment dire. Un beaucoup plus gros effort en termes d'énergie vitale, en tout cas, quand je dois photographier une personne pour du créatif. Parce qu'il y a un enjeu à ce qu'elle comprenne bien ce que je lui demande, à ce que je trouve le bon vocabulaire. J'en parle déjà pas mal dans ce podcast. Au final, je sais que j'ai beaucoup de mal à exprimer j'ai la sensation d'avoir beaucoup de mal à exprimer ce que je veux. Que quand c'est un proche, vu qu'il y a aucune injonction au résultat, déjà, je lui impose rien, je lui demande rien la plupart du temps. Sauf si on passe sur un proche qui passe en mode modèle. Et là, je me mets en mode résultat. Il y a besoin d'un résultat, donc il y a une petite angoisse qui se crée en moi. C'est pas du tout la même chose. Comment on fait pour que ça se voit pas? Je pense que moi, j'essaie de avancer en dépassant mes pensées. Il y a un espèce de truc comme ça. Quand tu es dans la séance photo, tu sais que chaque seconde en suspens où tu laisses, de l'inconnu pour la personne qui est photographiée, donc où tu dis rien. Tu es là, par exemple, en fait, tu as bien aimé la photo précédente, tu vas juste changer un peu la lumière, mais tu le fais sans lui dire. La personne, elle se crispe et donc c'est hyper important de lui dire quelle est l'habitude ou pas. La grosse différence, c'est que la modèle qui est habituée, elle va plus facilement se remettre dans le rôle que tu étais en train de lui demander. La personne qui est pas du tout habituée, elle va galérer à revenir dans un truc où son corps est détendu, donc il faudra que toi, tu retravailles à redétendre son corps. Comment on crée un espace de sécurité pour que l'autre accepte de se révéler devant l'objectif?
Je pense sincèrement que c'est une chose qui prend du temps. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes, bien que on puisse avoir quelques outils pour le faire rapidement s'il y a besoin de faire quelque chose rapidement. Mais au plus on a de temps avec la personne qu'on photographie, au plus on peut être sûr qu'elle sera détendue. On en parle avec Léana, photographe lyonnaise, dans le podcast de la semaine prochaine. Mais en général, de 0 à 30 minutes, on garde pas trop de photos parce que la personne est encore un peu trop crispée et que ça commence. Moi, je sais que c'est à partir de 45 minutes, on est vraiment dans le vif de la séance photo et on commence à pouvoir atteindre des images qu'on cherchait. Et je pense, ouais, si ça dure jusqu'à 1 heure, 1 h 15, après, après, à la limite, on peut facilement demander à la personne de se mettre à poil. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je pense que le temps, il est très important. Et si on l'a pas, il faut pas laisser la personne dans le silence. Bien que si on a beaucoup de temps, on peut laisser du silence. Mais le silence, il se prépare. Au moins on attend, au moins on laisse de silence. Au plus on comble chaque seconde en guidant, en dirigeant, en expliquant. Si on veut pas diriger, on peut faire parler. Alors, si jamais il y a une tierce personne, souvent un proche de la personne qui se fait photographier, moi je l'utilise à fond, ces personnes-là, pour qu'elles détendent rapidement la personne qui est en train de photographier. Donc, par exemple, si on fait du portrait d'entreprise, qu'on arrive sur place, qu'on a 50 personnes à photographier, mais qu'il y a toujours les collègues qui viennent d'être photographiés ou ceux qui doivent passer qui sont là, ça se joue très très bien entre eux, ils se connaissent et tout. Tu leur fais faire des blagues entre eux, t'essaies d'en apprendre sur les uns les autres. Je sais que faire parler la personne qu'on photographie, c'est une bonne astuce, sauf que c'est chiant pour les photos. C'est qu'on va avoir beaucoup de photos ratées avec des expressions qui sont de travers parce que quand on parle, on n'est pas droit. Le mieux, c'est de faire parler une tierce personne. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi, personnellement, pendant que je photographie, au moment où je suis en train de cadrer, donc je suis vraiment concentrée sur l'image, j'ai beaucoup de mal de maintenir une conversation. Donc souvent, ma conversation, elle fait des pauses. Et donc, ils entendent, en fait. Même si j'ai décidé de pas leur faire comprendre quand je les photographiais, ils entendent quand je photographie parce que j'arrête de parler. C'est mieux quand on a une tierce personne. Sécurité, d'être toujours à l'écoute aussi, mais pas à l'écoute des mots nécessairement, parce qu'une personne qui est en train de se faire photographier, elle est vraiment en position de vulnérabilité. Même le mec qui est plein de pouvoir et que j'en ai vu tellement des chefs d'entreprise qui vraiment se retrouvent face à l'objectif, ils sont là tout peu en mode mais je sais pas quoi faire de mon corps. C'est assez fascinant comment ça rassemble beaucoup d'humains, à part ceux qui ont créé un métier et donc qui sont habitués avec ça. Pas à l'écoute que des mots, parce que quand on photographie, on est en position de pouvoir, on est en position de domination. Donc c'est important d'être à l'écoute de son corps et de l'observer. Et la personne va sûrement pas oser dire qu'elle est mal à l'aise, qu'on va trop loin, parce que parfois c'est vraiment des détails qui pour nous semblent vraiment anodins et elles, c'est toute leur vie et c'est tout leur blocage qui se symbolise à cet endroit-là. Et donc si on n'est pas attentif à est-ce que les pieds se retrouvent sur eux-mêmes, est-ce que les mains viennent se choper les unes les autres et se triturer, est-ce qu'il y a un tissu qui est mal axé, est-ce que au niveau du regard, il passe très très vite devant l'objectif et qu'il accroche pas l'objectif. Il y a plein de petits signes comme ça qui montrent que la personne est mal à l'aise et dans ce cas-là, d'ouvrir la discussion. Pas nécessairement qu'elle doive expliquer, mais proposer d'expliquer et de voir, voilà, ce qu'on peut faire nous pour mettre plus à l'aise. Alors souvent, très souvent, je vais mettre de la musique, ça détend de ouf l'atmosphère. Je vais proposer à la personne de mettre des musiques qu'elle aime, mais j'ai toujours des playlists à dispo aussi. Voilà, j'ai plus d'autres choses qui me viennent en tête par rapport à l'espace de sécurité qu'on peut créer pour que la personne qu'on photographie soit elle-même. Si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas en commentaire. Je vous attends. Dans ce cahier, cette semaine, donc les autres et moi, je propose 3 petits défis. Le premier, c'est t'as de beaux collègues, tu sais. Photographier quelqu'un en cherchant vraiment à le valoriser. Aller chercher, moi personnellement, je trouve que tout le monde est beau. Donc sûrement que j'ai un problème. Peut-être que c'est une déformation professionnelle aussi. En tout cas, mon œil, il est attiré directement par ce qui fait la beauté d'une personne en face de moi. Il y en a qui c'est le sourire et j'ai envie de regarder leur sourire pendant des heures. Il y en a d'autres qui c'est le regard, il y en a c'est les mains, le mouvement des mains. Bref. Choisissez une personne de votre entourage, proche ou pas proche. Je pense que c'est même intéressant d'aller chercher quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de regarder et proposez-lui de le prendre en photo. Et voyez ce que vous avez envie de mettre en avant chez elle. Voyez ce que vous avez envie qu'elle voit d'elle-même, cette personne. Le thème numéro 2, ça va être la famille choisie ou subie. On va capturer un moment de groupe en fait et se réapproprier le terme de famille. Ça peut être votre famille filiale, mais ça peut aussi être votre famille que vous avez construit avec tous vos amis.
Et l'idée, c'est de profiter d'un moment de groupe et de voir comment on met plusieurs personnes sur une photo. Est-ce qu'on capture un moment plus à la manière documentaire, un moment de vie? Est-ce qu'on capture un moment où on demande à tout le monde de poser? Je sais que les photos de famille peuvent être un vrai traumatisme pour certaines personnes. Et voyez comment vous avez envie d'immortaliser ce groupe qui vous entoure et comment vous avez envie de vous souvenir de vie. Et la troisième, ça va être un petit miroir inversé. On va se photographier soi comme si on était quelqu'un d'autre. Donc avec la même bienveillance. Et ça va être là le plus dur. Utiliser tout ce qui nous est venu cette semaine sur nous. Donc si la personne à un moment elle était mal à l'aise et qu'on lui a donné un petit truc, un mouvement, quelque chose, et ben on se fait la même chose. Ça va être très dur. Cet exercice peut être très dur. Ou au contraire, il peut être très facile. Et c'est là où vous allez voir quel rapport vous entretenez entre vous et vous-même et entre vous et les autres, et vous allez voir à quel point il peut être différent ou au contraire, il peut être similaire. Alors, si je devais donner un seul conseil à quelqu'un qui a peur de photographier ses amis ou sa famille, ça serait quoi? Je pense l'excuse du devoir de mémoire, c'est la mienne tout le temps en fait et c'est plus qu'une excuse, c'est une réalité. Si les personnes, elles acceptent pas de se faire prendre en photo, on n'aura pas de souvenirs visuels d'elles. On aura des mémoires, on aura des souvenirs du coup qui seront tronqués parce que chaque personne se souvient pas des mêmes choses chez les gens et même on peut réinventer des souvenirs physiques. Et donc si cette personne n'accepte pas de se faire prendre en photo, on ne peut pas savoir à quoi elle ressemblait. Et c'est important pour le futur, donc pour les personnes qui restent, mais c'est important pour nous aussi. C'est quand même vraiment cool de voir comment on a changé, ce qu'on a gardé de notre enfance, ce qui a évolué. Et pourquoi pas se dire qu'en fait, il faudrait qu'on soit pris en photo au moins une fois par an et que cette photo, on l'imprime et qu'on la garde de côté pour garder une trace. Je pense que c'est important d'accepter de se faire prendre en photo, même si on se déteste, juste pour laisser une trace visuelle. Et on peut se dire, j'accepte une fois par an de me faire photographier. C'est bien ça, une fois par an, non? Est-ce que j'ai une recommandation culturelle à vous faire? Oui! J'en aurais plein, évidemment, j'en ai fait plein dans tout le cahier de vacances. En vrai, c'est aussi une excuse pour partager les rêves que je trouve et que je trouve incroyables et que je sais pas qui envoyer sans saouler tout le monde dans mon entourage. Mais la recommandation culturelle aujourd'hui, c'est Mauvaise Bouche et Mira. C'est bien, c'est une petite love song. C'est vraiment du miel pour les oreilles, elle fait trop du bien. Et en plus, Mauvaise Bouche, elle tient un podcast qui s'appelle La vie d'adulte et qui parlera sûrement pas à tout le monde, mais qui est vraiment intéressant. Et elle y a interviewé Mira. Bon, elle raconte un petit peu les coulisses de ce son. Et voilà, j'ai envie de donner de la force. C'est Mauvaise Bouche surtout, j'ai envie de vous partager parce que je trouve qu'elle a une écriture qui est pure, je sais pas comment dire, brute, simple, brute. Et elle écrit trop bien. J'adore sa musique. Moi, j'ai toujours envie de me dandiner quand je l'écoute. Donc, je vous souhaite de faire la même chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui est un petit peu plus court que les autres parce que je suis toute seule à parler et que c'est franchement pas simple de garder le fil. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à vous de vous intéresser à ce que je propose et je suis ouverte à toute discussion et je commence à me dire que j'aime bien l'exercice du podcast et que je vais certainement le prolonger en dehors du cahier de vacances. On se retrouve la semaine prochaine avec Léana, photographe lyonnaise, avec qui on parle mémoire, transmission et les petits coulisses de notre travail de photographe. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.